Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Café et chocolat, une émission qui met l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Au micro, Kenza Mouzon. Traditionnellement, le mois de juin met la musique à l'honneur, notamment avec la fête de la musique le 21 juin, qui d'ailleurs célèbre ses 40 ans cette année. De plus, en 2022, après 2 ans de pause, c'est le grand retour des festivals, concerts et autres événements musicaux. C'est pourquoi, dans cette nouvelle édition, Rave FM et Radio KPMG avons décidé de vous concocter une émission sur le thème de la musique et des nouvelles façons de l'écouter. Dans notre édito, Mathieu Vincent, booker chez 3C Tours, nous dressera un panorama du secteur et de ses enjeux. Puis, Johan Krieger, chroniqueur chez Rave FM, aura le plaisir d'interviewer Erwan Duchâteau, journaliste musical chez Les Inrocks, sur les nouvelles façons d'écouter de la musique et notamment sur l'utilisation massive des plateformes de streaming. Enfin, Élise Ferrand, ancienne présidente de Rave FM, nous fera découvrir dans son coup de cœur culturel un étonnant compositeur de musique électronique surnommé Tilassine. Excellente écoute sur les ondes de Café et Chocolat. L'édito. Les concerts et les festivals ont fait silence pendant les 2 ans de la pandémie. Heureusement, depuis le printemps, ils renaissent avec la baisse de la circulation du virus et la levée des restrictions sanitaires. Chez 3C, agence de production de concerts, spectacles et tournées, nous observons une reprise progressive de nos activités. Notre double casquette événementielle et artistique nous confère une bonne vue d'ensemble du marché de la musique. Le goût du spectacle vivant et l'envie de retrouver des moments de convivialité restent très prononcés en 2022, en dépit de la digitalisation de la musique et d'une forme de repli sur soi depuis la crise sanitaire. Toutefois, il faut bien dire que ces 2 années de pandémie ont engendré des dégâts indéniables au marché du live européen. Selon un rapport publié en 2021 par Live DMA, un réseau européen de salles de concerts et de clubs, 78% des concerts n'ont pas eu lieu, soit un déficit de près de 2 millions de représentations artistiques et de 140 millions de spectateurs. De nombreux concerts ont été décalés, voire annulés pendant cette période. Beaucoup d'artistes n'ont pas pu pratiquer leur art pendant 2 ans. Tous veulent regoûter aux délices de se produire sur scène et les sorties d'albums et tournées qui ont été mises en attente durant la crise arrivent en masse au même moment, ce qui génère un embouteillage de spectacles et une énorme offre musicale pour le public. Cette offre pléthorique crée de grosses différences parmi les artistes. Les musiciens très connus tirent leur épingle du jeu, tandis que les artistes émergents doivent se contenter de tournées réduites. On note également aujourd'hui une certaine frilosité, une forme d'attentisme chez le public adulte. Les spectateurs achètent leur place au dernier moment par peur d'un énième report ou d'un retour soudain de la pandémie. La crise sanitaire aurait-elle donc tué le goût du spectacle vivant ? Je ne le pense pas. Oui, c'est vrai, lors des confinements, les spectacles digitaux furent la seule option viable, mais rien ne remplacera jamais l'émotion d'un spectacle physique. Certes, les concerts en streaming continueront d'exister, mais ils ne peuvent restituer l'effet produit par le son et les lumières en direct, la force du lien entre les spectateurs rassemblés en un même lieu, ni le ressenti bien plus intense en concert ou en festival. S'agissant des tendances musicales, on remarque aujourd'hui une certaine polarisation des goûts. Les jeunes sont plutôt attirés par le rap et l'électro, reléguant parfois le reggae, le rock et la chanson française ainsi que les musiques indépendantes au second plan. Les musiques consommées par la jeunesse, ce verbe n'est pas anodin, semblent donc moins variées qu'à l'époque de leurs parents. Leur goût se concentre désormais en grande partie sur ce qu'on appelle depuis quelques années les musiques urbaines. La manière d'écouter de la musique évolue également. Auparavant, on suivait la discographie de l'artiste, on écoutait son album en entier. Désormais, les écoutes se font davantage au coup par coup. On consomme un titre, un morceau, parfois sans vraiment savoir qui on écoute et sans s'intéresser à ce que cet artiste produira ensuite. On pourrait donc craindre de passer progressivement à une consommation de musique anonyme et éphémère. Le même phénomène s'observe dans les soirées électro qui explosent. Les spectateurs s'y rendent pour le plaisir de se retrouver, mais sans forcément être très vigilants aux artistes annoncés. Heureusement, il y a toujours des fans de groupes, d'instruments, de disques, d'albums, et même parmi la jeune génération, car ces concepts sont importants artistiquement, et c'est ce que nous défendons dans notre agence. L'interview. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Erwan Duchâteau. Erwan, vous avez travaillé comme journaliste aux Inrecuptibles, à Slate ainsi qu'à Libération dans le domaine de la musique, et désormais vous êtes programmateur sur Radio Campus Paris, qui est une radio-école. Vous organisez aussi des concerts et des événements musicaux. Vous êtes donc spécialiste de l'industrie musicale et c'est la raison pour laquelle nous vous avons convié aujourd'hui pour répondre à nos questions. Depuis quelques années, le streaming, c'est le mode de consommation musicale dominant. Comment se porte-t-il en 2022 ?
En 2022, il se porte à l'image de comment l'industrie musicale se porte. Ça fait, je crois, 3-4 ans qu'on bat à chaque fois les records de revenus générés par l'industrie musicale. Et c'est en grande partie grâce au streaming. Pour situer un petit peu dans l'histoire de l'industrie musicale, on avait atteint un creux critique de revenus autour de 13 milliards de dollars, il me semble. En 2014, on est au moment où le CD vraiment est au plus bas. Le streaming est déjà arrivé, mais pas du tout une pratique de consommation courante. Et surtout, on n'a pas encore forcément bien l'idée de comment on va faire beaucoup de revenus avec. Et les chiffres d'écoute sont pas du tout les mêmes. Et donc, on est vraiment à la croisée du CD et du streaming à ce moment-là. Aujourd'hui, le streaming seul représente le chiffre d'affaires total de l'industrie musicale de 2014. C'est-à-dire qu'il est un petit peu en dessous des 13 milliards. L'industrie musicale, à elle seule, génère 26 milliards de dollars en 2021. Donc, c'est évidemment un record. Et le streaming en est vraiment majoritairement la cause. Il me semble que chaque année, depuis 3 ans, on est sur une hausse de 20% de revenus pour le streaming dans l'industrie musicale. Ce qui est assez important. Après, ça nous donne pas forcément toutes les indications sur la façon dont le streaming se porte, puisque ça dépend de quels acteurs on parle. Les plateformes de streaming, Deezer, Apple Music, Spotify en grande majorité, puisque Spotify est la plateforme qui totalise le plus d'utilisateurs payants, se portent bien. Pour autant, les autres acteurs de cette industrie, qui sont les artistes, sont pas forcément aujourd'hui dans la meilleure des situations. Donc ça, c'est vraiment important à mettre en parallèle avec les revenus générés. On peut noter par rapport à ce qui a pu être dit dans la partie édito, que d'une manière assez intéressante, même si avec le Covid, les revenus liés aux événements dans l'industrie de la musique ont été en forte baisse, l'industrie musicale a quand même continué de faire des bénéfices. Il me semble qu'on est sur 12% de croissance entre 2019 et 2020. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, la musique diffusée a une importance financière beaucoup plus importante que l'événementiel. Pour autant, les artistes, eux, n'ont jamais été en aussi grande difficulté que pendant la crise Covid. Et on voit là un petit peu le rapport de force ambivalent qu'il y a entre les plateformes et les artistes qui les nourrissent, puisque les revenus principaux des artistes aujourd'hui, c'est l'événementiel et c'est les produits dérivés, et pas du tout le streaming, alors que l'industrie musicale en elle-même peut se contenter du streaming pour vivre. Donc c'est un petit peu dans cette situation qu'on se retrouve en 2022 avec des artistes qui vont pouvoir à nouveau bénéficier des revenus de leurs événements et une industrie du streaming qui n'a jamais été aussi en forme, puisqu'en plus le confinement a dopé un petit peu les consommations de musique sur les plateformes. Petite précision juste pour nos auditeurs, quand vous parlez d'événementiel dans la musique, vous parlez bien des concerts et des showcases? On parle des concerts, des showcases, des festivals, et également, alors c'est une part vraiment un peu moins importante de revenus, mais l'industrie de la musique génère de l'argent avec les événements qui ne sont pas des événements musicaux, mais dans lesquels on diffuse de la musique, puisque ces événements payent des licences pour pouvoir diffuser de la musique. Alors ça reste assez marginal, ce qu'on appelle les droits de représentation. Ça représente quand même, il me semble, 4% de ces 26 milliards, donc c'est quand même, et c'est en augmentation aussi chaque année, donc c'est quand même une somme. Tout à l'heure, vous avez parlé de CD. On sait tous que l'arrivée du streaming, elle s'est faite du coup au détriment de ce média, enfin de ce média, de cette forme de consommation musicale. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on peut dire que le streaming a permis d'augmenter la consommation musicale, ou est-ce qu'on est toujours en deçà de l'âge d'or du disque? Alors, en fait, l'écoute de la musique, elle continue de toute façon d'augmenter dans le monde. Ça, on le mesure en nombre d'heures écoutées de façon hebdomadaire. Alors, c'est difficile de mesurer par rapport à une époque où on ne faisait pas cette étude-là. Mais chaque année, il me semble qu'on gagne dans le monde, globalement, une vingtaine de minutes d'écoute hebdomadaire en moyenne chez les gens qui sont sondés. Donc aujourd'hui, en 2021, on était à 18h30 d'écoute moyenne hebdomadaire de musique, et c'est plus grand chaque année. Donc le streaming a permis qu'on écoute plus de musique. Pour autant, il faut savoir il faut définir un peu de quoi on parle quand on parle de streaming, parce que tout ça va avec, de toute façon, un progrès technologique et la démocratisation d'Internet dans nos vies, les smartphones qui ont permis qu'on ait ces applications tout le temps sur nous, etc. On suit un rythme de marche à ce niveau-là. On suit le progrès technique, tout simplement. On a plus la possibilité d'écouter de la musique qu'à l'époque où on écoutait des CD ou qu'à l'époque où on écoutait des vinyles. Donc, mécaniquement, en fait, on écoute plus de musique. C'est sûr. Est-ce que les plateformes de streaming elles-mêmes ont favorisé ça? Il semblerait quand même que oui,
parce que les abonnements, et surtout Spotify, les abonnements Spotify ont quand même permis d'une part, réduire majoritairement la pratique du téléchargement illégal de musique dans le monde, ce qui était plutôt une pratique de niche, c'est-à-dire que télécharger de la musique, ça demande une maîtrise des outils Internet que n'ont pas nos générations précédentes. Et les formules qui ont été mises en place, je pense beaucoup à la possibilité d'avoir une formule famille, ont beaucoup démocratisé l'écoute de la musique dans des moments quotidiens de la journée, chez les seniors notamment. Parce que les jeunes, de toute façon, écoutent de la musique au fur et à mesure que le progrès leur a permis. Mais les pratiques d'écoute sur les plateformes de streaming ont été aussi démocratisées chez les générations précédentes, chez nos parents, chez nos grands-parents, par le fait qu'elles sont hyper accessibles aujourd'hui dans des abonnements qui encerclent tout le foyer. Ensuite, j'aurais une question un petit peu plus technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se décompose le coût d'un abonnement Spotify ou Deezer ? Concrètement, oui. Spotify garde 32% de votre abonnement et le met dans sa poche. Deezer, il me semble, est à peu près dans les mêmes eaux. Et Apple Music garde 52% de votre abonnement pour le mettre dans sa poche. Après, c'est difficile de décomposer quelle part du reste va aller à l'artiste que vous écoutez à cause des modes de rémunération, tout simplement. Et aussi à cause du système de représentation dans la musique, puisque le reste n'est pas reversé à l'artiste, il est reversé à ses ayants droit. Ses ayants droit, quand un artiste est indépendant, c'est lui-même. Quand un artiste est signé en maison de disque, c'est sa maison de disque. Donc ça peut être son producteur, ça peut être son manager. En général, c'est tout un ensemble de sous-couches où chacun touche un petit peu sa part. Le distributeur, donc ce qu'on appelle le distributeur, c'est la partie de la maison de disque qui s'occupe de mettre votre musique sur le marché, que ce soit en streaming ou en physique, prend également sa part. Quand vous êtes un artiste indépendant, cette part, elle est relativement faible, puisqu'aujourd'hui, en utilisant des plateformes comme DistroKid, on peut facilement distribuer sa musique sur Internet en streaming. Quand vous êtes dans une grosse maison de disques, où votre distributeur vous fait rentrer en playlist, vous fait rentrer en suggestion, fait de la publicité pour votre musique, le distributeur, forcément, il prend une plus grosse part de cette rémunération-là. Donc, en deux parties, c'est facile de le dire. 30%, 32% pour Spotify et Deezer, 52% pour Apple Music. En détail, c'est un petit peu plus difficile parce que ça dépend du contrat que chaque artiste a avec sa maison de disques ou avec son distributeur. Et du coup, est-ce que vous pensez justement que le streaming favorise la diversité des artistes qui sont écoutés ? En fait, ça dépend de ce qu'on entend par le streaming. La technologie qui a amené le streaming et l'installation d'Internet dans nos vies et les pratiques d'écoute qu'on a aujourd'hui, la possibilité qu'on a eue de pouvoir mettre sa musique sur YouTube, sur SoundCloud, tout ça, oui, sur MySpace, c'est ça que je cherchais MySpace surtout, a permis à plus de gens de partager leur musique. Donc à plus d'artistes d'être écoutés. Après, à partir du moment où vous faites de la musique, vous êtes un artiste, mais vous ne pouvez pas forcément avoir une carrière artistique. Et en ça, l'industrie du streaming n'a pas forcément permis à plus de gens d'avoir une carrière artistique. Les études qu'on a là-dessus tendent même à expliquer le contraire. Aujourd'hui, dans le monde, 90% des artistes qui sont sur les plateformes de streaming touchent moins de 1 000 € par an. Et ça, même si leurs morceaux sont écoutés 100 000 fois. Parce que, encore une fois, alors ça, c'est une étude qui vient de Spotify, donc on va quand même préciser, c'est des chiffres sur la plateforme Spotify. À une époque, quand vous faisiez 100 000 ventes sur votre CD, votre morceau était écouté 100 000 fois, ou qu'il était diffusé 100 000 fois en radio, croyez-moi que vous touchiez bien plus de 1 000 € par an. Pour autant, moins d'artistes avaient la possibilité d'être écoutés 100 000 fois, puisque le volume total d'heures de stream, d'heures d'écoute de musique, est plus important. Donc, non, la carrière d'artiste n'est pas plus accessible aujourd'hui. C'est une situation qui est précaire. Et donc, on voit émerger beaucoup de modèles où les artistes indépendants sont des gens qui font de la musique, partagent de la musique, mais ne vivent pas de cette musique ou alors vivent dans des situations très précaires. Alors que les gros artistes, eux, sont toujours là, mais ils étaient là il y a 30, 40, 50 ans. Et eux n'ont pas de problème pour vivre, bien sûr. Mais on voit plus d'artistes et on voit moins de carrières. Il y a aussi un phénomène auquel on assiste depuis quelques années. En parallèle de ce streaming, on constate aussi un retour du vinyle sur le marché. Donc, est-ce que, à votre avis, c'est une tendance qui est pérenne et est-ce qu'on pourrait observer la même chose avec les CD à l'avenir ? Alors, pérenne, bien sûr. Dans les chiffres, déjà, ça se voit. C'est-à-dire que les ventes de vinyle ont augmenté de 40% en 2020 dans le monde, de 50% en 2021. Je pense qu'on va rester autour de ces chiffres-là. Il n'y a pas de raison que la croissance soit exponentielle à ce point-là, mais on va rester sur des chiffres importants. Notamment parce que, et là pour le coup je vous réponds plus par rapport à une sensation que j'ai, on revient beaucoup à une société de l'objet dans les générations, les trentenaires et un petit peu en dessous. On a connu, nous, l'installation de la dématérialisation dans nos vies et les gens reviennent parce que on a besoin de pouvoir montrer, afficher aussi son appartenance à un groupe
socialement de fans de tel ou tel artiste. Ça s'exprime par l'ensemble de ce que comporte le merchandising, hein, donc tous les produits dérivés, les t-shirts, tout ça, etc. Machin. Mais le vinyle est vraiment devenu un objet qui contribue aussi à ça, un objet de décoration, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui achètent des vinyles n'ont pas chez eux de quoi écouter des vinyles, mais ils aiment pouvoir l'afficher, ils aiment pouvoir composer leur intérieur avec. Et je pense que le vinyle a vraiment trouvé sa place là-dedans et que ça ne va pas changer parce que cette tendance à revenir un peu au culte de l'objet ne disparaît pas, en tout cas de ce que je vois autour de moi. Le CD, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que le CD n'a pas cette valeur ajoutée là, en termes d'objets à montrer, à chérir, qui permet de montrer une appartenance. Par contre, le CD est vraiment devenu un outil marketing que les artistes utilisent pour enrichir l'œuvre qu'ils proposent sur les plateformes, que ce soit d'un titre supplémentaire, que ce soit d'un objet qui l'accompagne, un coffret, ou on l'a vu récemment avec des exemples sur le sol français, Orelsan, Angèle en Belgique, etc. La possibilité de glisser à l'intérieur du CD une place de concert qui vous permet d'accéder au concert et du coup de stimuler un peu les ventes de CD par ça. Je pense que le CD devient un outil marketing qui permet en plus de booster les chiffres de précommande d'un album quand il sort et donc de faire une bonne première semaine parce que les chiffres de précommande tombent sur la première semaine de vente et donc d'afficher de bons résultats sur le plan commercial. Donc le CD pour moi a plus vocation à devenir un outil marketing. Néanmoins, en 2021, c'était la première année depuis 2004 que les ventes de CD étaient en hausse et je pense que c'est les conséquences de ce que je viens d'expliquer. J'ai une question aussi qui est un petit peu d'actualité. C'est quoi concrètement l'impact écologique du streaming audio ? Parce que du coup, cette dématérialisation, intuitivement, on pourrait se dire qu'elle entraîne une baisse de l'empreinte carbone et de la pollution. Mais évidemment, on doute que c'est pas si simple. Bah oui, c'est pas si simple. En fait, c'est un peu le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, c'est que l'industrie de la musique pollue plus aujourd'hui qu'à l'époque où on écoutait que des CD. Donc, c'est-à-dire quand elle produisait des objets plastiques. Alors, c'est très difficile à estimer puisque pour estimer la pollution d'une industrie aujourd'hui, on fonctionne en tonnes de CO2 émises pour la production. Et donc là, à ce niveau-là, il y a différentes études qui sont sorties et qui annoncent des chiffres qui sont très différents, avec des gros écarts. Donc, je peux pas annoncer, moi, un chiffre précis. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu, il se joue au niveau de la façon dont on alimente les data centers, donc qui sont les grands entrepôts dans lesquels on stocke les données et qui s'occupent de la gestion du flux de données. C'est-à-dire quand vous streamez de la musique, un flux de données doit passer entre ce data center et votre smartphone, pour simplifier vraiment énormément. Et ça, de toute façon, c'est l'enjeu de toutes les industries du numérique qui doivent stocker de la donnée, que ce soit le streaming audio, le streaming vidéo, j'ai envie de dire tout l'Internet, finalement, le e-commerce, tout ça, les grosses boîtes Google, Amazon, doivent gérer le fait qu'elles ont énormément de données et qu'elles font transiter énormément de données aussi. Et ça demande de l'énergie. Donc, il y a un enjeu qui est vraiment important à ce niveau-là. Google avait pris l'engagement que ces data centers ne soient plus alimentés que par de l'énergie verte. Et il semblerait que ça tende à être le cas. Mais c'est pas le cas de tous les services de traitement de données. L'AWS, qui est l'Amazon Web Service, donc qui est le service de traitement de données d'Amazon, qui est notamment utilisé par Netflix, ne fonctionne pas du tout sur ce mode-là. Et pour le coup, c'est un problème. Il faut avoir une réflexion sur comment on produit l'électricité qui va alimenter les data centers qui vraisemblablement vont devenir l'enjeu industriel sont déjà l'enjeu industriel d'aujourd'hui, mais c'est moins évoqué dans le débat public, mais vont devenir l'enjeu industriel de demain. On le voit en France, on commence à avoir des messages un petit peu de sensibilisation sur les données qu'on utilise par mail, les pièces jointes, tout ça, etc. Là, on s'adresse plus aux consommateurs, mais il va falloir de toute façon avoir une réflexion sur comment on produit l'électricité qui alimente tout ce système du côté industriel. Et justement, selon vous, quels sont les grands axes majeurs, les grands projets pour améliorer le streaming, que ce soit vis-à-vis des artistes ou des auditeurs ? Eh bien, celui-ci, déjà, produire de l'électricité verte, mais ça, de toute façon, c'est l'enjeu du monde pour nos générations. Pour les artistes, il y a une réflexion qui est importante à avoir sur le système de rémunération. On l'évoquait un petit peu. Spotify, aujourd'hui, est la plateforme majeure pour les artistes. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus d'abonnés payants sur Spotify que sur Apple Music. Et alors, si on compare à Deezer, il y en a 20-30 fois plus. Et donc, le mode de rémunération de Spotify est un petit peu le mode de rémunération majeur de l'industrie, de par le fait. Le choix qu'a fait Spotify de rémunérer les artistes en fonction de la part de marché qu'ils représentent, donc c'est-à-dire que l'argent des abonnements qui est reversé aux ayants droit rejoint une grande baignoire d'argent qui est le marché français, par exemple. Toutes les écoutes, tous les abonnements du marché français sont reversés au même endroit et ensuite c'est redistribué aux artistes en fonction
de ce que leur nombre d'écoutes représente du reste du marché. Tout ça tend quand même à proposer des rémunérations très faibles aux artistes, alors que Deezer et Apple Music ont fait d'autres choix. Le choix de ce qu'on appelle l'user-centric payment system, qui est donc centré sur l'utilisateur, donc sur nous, auditeurs, qui fait que si je n'écoute que 3 artistes dans le mois, ces 3 artistes vont se partager la part de mon abonnement qui leur revient. Ce qui fait que pour 100 000 écoutes, le taux de rémunération est beaucoup plus important. Vous gagnez 1 euro sur Apple Music en étant écouté 116 fois, vous gagnez 1 euro sur Deezer en étant écouté 214 fois, et vous gagnez 1 euro sur Spotify en étant écouté 361 fois. Donc le progrès pour les artistes viendra de là, viendra de meilleurs contrats de rémunération avec la plateforme majeure qu'est Spotify aujourd'hui. En France, nous, on a une exception culturelle qui est quand même assez forte, assez présente. Et il y a des accords qui ont été passés, qui vont rentrer en vigueur au 1er juillet de cette année, qui assurent une avance de 1 000 euros à tous les artistes signés en maison de disque quand on les signe pour un projet, donc 1 000 euros par projet, ainsi qu'un minimum de royalties, alors qui est dégressif en fonction de l'importance de la maison de disque, etc., et du contrat de distribution, tout ça, mais un minimum de royalties quand les producteurs mettent les morceaux en streaming pour justement favoriser, stabiliser un petit peu la situation des artistes. Et ce genre d'accord est un progrès pour les artistes. Pour les utilisateurs, il n'y a pas de grand-chose qui est annoncé pour les utilisateurs qui pourrait être un progrès prochainement. À titre personnel, j'aurais quand même un souhait sur l'algorithme de recommandation. Je pense que les algorithmes de suggestion des plateformes, et on en revient à Spotify, parce que c'est la plateforme déjà que j'utilise et donc dont j'ai une meilleure connaissance et qu'elle a plus utilisée, les algorithmes de recommandation tendent quand même beaucoup à homogénéiser les écoutes du public. Et ce serait souhaitable que le système de playlist, tout le système de recommandation évolue pour favoriser peut-être une diversité plus importante, que ce soit des artistes, c'est-à-dire que même si vous êtes très dans un genre, vous êtes très house UK, qu'on puisse vous mettre en avant des artistes émergents de ce registre-là, ou si vous êtes un peu plus éclectique, qu'on puisse vous suggérer des genres que vous n'iriez pas consulter de vous-même. Le système de recherche sur Spotify ne permet pas du tout ça, et ce serait un progrès pour l'utilisateur si ça évoluait. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses et vos éclairages. Et nous irons vous écouter sur Radio Campus Paris. Donc, on le rappelle, la fréquence est 93.9. Et merci à tous pour votre écoute. Notre coup de cœur culturel. Marier voyage, rencontres et écoute musicale, œuvrer contre la polarisation des goûts et l'homogénéisation des tendances, tels sont les objectifs de l'industrie musicale en 2022. Des objectifs que l'artiste dont je vais vous parler illustre dans toutes ses compositions. Son nom, Tilassine, un nom de scène faisant référence à l'animal éponyme, plus connu sous le nom de tigre de Tasmanie. Faire revivre une espèce en voie de disparition ou d'extinction, telle est la tonalité de sa musique. Né à Angers en 1992, Tilassine est un compositeur voyageur. Son premier album, Transsibérienne, sorti en 2015, est le fruit d'un voyage à bord de ce train mythique. 9288 km, 105 gares, 13 jours de voyage reliant Moscou à Vladivostok, bravant les reliefs et les climats pour emporter dans ses rames les accros au train et aux contrées lointaines. Le musicien électronique français, William Rezé à l'état civil, s'est lancé un défi. Arrivé au terminus avec un album composé au fil du périple sonore et un court documentaire pour témoigner de son processus de création. Le long de ces 10 pistes, les arpèges éthérés côtoient les éclats sonores pêchés au cours de son itinéraire entre coups de sifflet et annonces en gare. Le martèlement sourd des wagons sur les voies devient la basse entêtante du morceau d'ouverture, Train. Une chorale polyphonique croisée à Irkoutsk donne son nom à l'un des titres. Chaman nous convie devant un feu de bois et nous berce lentement de mystérieux chants liturgiques. Mis bout à bout, ces 10 compositions dressent la chronique sonore d'un trajet hors du temps. L'artiste renouvelle l'expérience en 2019 en nous offrant un second album, Roads, né d'un road trip en Argentine le long de la cordillère des Andes, où il s'inspire de rituels chamanistes et de chants polyphoniques traditionnels. La même année, l'artiste poursuit son voyage en nous emmenant en Turquie avec Anatolia, en référence à la province turque. Une fois encore, il nous surprend. Ce single s'inspire des modes de vie turcs très contrastés selon la région. Et c'est justement de ce contraste qu'est né Anatolia, composé entre les beats électro d'Ankara et la tradition de Cappadoce. Si le confinement a restreint la liberté physique de l'artiste, l'imagination de Tilassine ne semble toutefois connaître aucune frontière. Avec son album de 2020, Timeless, l'artiste nous offre cette fois-ci un voyage dans le temps entre passé et futur en puisant son inspiration dans le registre classique. Le compositeur explore les partitions de Sheremetyev, Satie, Allegri, mais aussi Beethoven, Mozart, Fauré, Schubert, Debussy et Verdi. Je vous conseille personnellement ce revisite de la Gymnopédie numéro 1 d'Erik Satie.
du Miserere de Gregorio Allegri, et de Nine Stili Nebesniye, une pièce standard de la musique orthodoxe russe du compositeur Alexander Sheremetyev. Alors allez vite écouter Tilassine, c'est selon moi une merveilleuse façon de voyager en ce début d'été. Le développement fulgurant des plateformes de streaming a initié de nouveaux modes d'écoute chez les mélomanes qui peuvent parfois s'apparenter à une consommation massive. Les plateformes explosent et avec elles les problèmes qu'elles impliquent, comme notamment la pollution liée aux flux de données. Mais dans le même temps, le vinyle fait son grand retour, montrant que l'attachement physique à la musique est toujours bien réel. Nos invités nous l'ont rappelé, même si la musique est parfois subordonnée à certains effets de mode, la musique est un art, et non pas un simple objet de consommation. Cette émission se termine, merci à vous et à tous les contributeurs de cette édition, et à bientôt sur nos ondes. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.